Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine axé sur l'actualité dans sa diversité. L'aide des enseignants TV sur YouTube également, c'est nous, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo fait face à double guerre. Nous faisons face d'abord à l'agression rwandaise qui se cache derrière les mouvements terroristes, le 1-23. Mais également la RDC fait face à une deuxième guerre, mais cette fois-là, elle est sanitaire. Je vous rappelle que coronavirus refait surface. Il faut bien se protéger. Alors, nous allons justement analyser, critiquer, mais également proposer des pistes et des solutions au regard de ces doubles réalités que notre pays est en train de vivre. Alors, pour ce faire, je suis justement en face d'un invité. C'est un confrère, comme d'habitude, un invité dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons justement nous échanger avec M. Denis Kaninda, qui se trouve être journaliste éditorialiste, mais également secrétaire, rapporteur de la commission carte de l'UNPC. L'UNPC, c'est l'Union nationale de la presse du Congo. Et cette commission, la dite commission, ça s'appelle Commission carte d'identité professionnelle du journaliste congolais. Monsieur Denis, bienvenue. Merci beaucoup et merci aussi à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ces instants avec vous et avec vos nombreux auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors d'entrée de jeu, nous allons commencer avec cette page noire. Et nous venons justement de perdre l'un de nous. Et c'est M. Luc Mikomo Kabongatre qui veut nous quitter. Quel est votre mot? Une pensée pieuse. C'est un homme que je connais depuis bientôt 30 ans. J'ai joué à la guitare. Et c'est lui qui m'a appris les premières notes de la guitare. Donc Luc Mikomo, c'est un grand frère parce qu'à Kikwit, où nous nous sommes connus, l'église que j'ai fréquentée était voisine de sa famille, là où il est né, au quartier Potopoto, dans la ville de Kikwit, dans le Kwilu actuellement. Alors, on était très proches en tout cas, jusqu'à ce qu'en 2000, non, en 1997, quand je suis recruté à la RTNC, lui en ce moment-là est venu à Kinshasa pour poursuivre les études. Moi, je suis resté à Kikwit, où j'étais recruté comme journaliste à la RTNC. Et en 2000, je suis revenu à Kinshasa. Et là, je l'ai trouvé dans la presse. Okay. Lui, il était à... Non, il n'était pas encore à Raga quand je suis arrivé. Je crois qu'il était encore aux études. Parce que quand j'ai fini les études à l'IFASIC, j'étais à la RTNC. À un moment donné, bon, après, j'ai quitté, je suis allé à la RTGA. Lui était à Raga. Et on a repris contact. Okay. On a repris contact et on est resté vraiment attaché. Il était à Yolo, moi j'habite le Kalamou aussi, tantôt Kaouka, tantôt Yolo. On était vraiment proches et même quand il a lancé son studio sur l'avenue Kaouka vers le stade du 20 mai, on était vraiment proches, C'est une grande perte pour la presse congolaise parce que c'est quelqu'un qui analysait froidement et de manière objective les questions politiques, sociales et économiques
On a perdu un grand débatteur des questions de la République, mais aussi un journaliste qui avait une plume toute particulière parce que c'est un latiniste et puis un philosophe doublé des qualités sociologues. C'est un grand homme que nous avons perdu. Et j'en profite pour lancer un appel aux autorités du pays, pourquoi pas à notre ministre des tutelles, de pouvoir l'honorer, oui, le ministre Mouyaya, de pouvoir honorer dignement Luc Mikomo Kabongatre. C'est l'un des plumes remarquables de notre profession. Et je crois que la République va lui rendre des hommages dignes parce que nous ne pouvons pas rester là pendant que nous perdons les nôtres. On voit comment ils sont enterrés dans l'anonymat total. Et quand il s'agit d'un musicien, quand il s'agit d'un homme de théâtre, là on voit une mobilisation tous azimuts. Je dis, ça ne peut plus rester comme ça. Il faudrait, pourquoi pas le président de la République? On a vu comment est-ce qu'il est allé pleurer les hommes de théâtre. Là, c'est un journaliste qui nous quitte. Pourquoi pas le Premier ministre? Pourquoi pas la Première Dame? C'est un appel vraiment pathétique que je lance à l'endroit des grands décideurs. Pourquoi pas le président de la Chambre basse du Parlement qui est de la même disons, province. Tous les chefs du corps. Oui, voilà. Et le président Mbosso qui est de la même province que lui, le grand Bandundu. Vraiment, je voudrais que nous puissions pleurer Luc Mikomo en toute dignité, avec tous les honneurs possibles. Ça va encourager aussi les jeunes journalistes qui viennent dans la profession aujourd'hui pour qu'ils sachent que ne peut mériter des honneurs pas seulement des politiciens ou les musiciens ou les hommes de théâtre. Les journalistes aussi méritent les honneurs de la République. Surtout que la presse est le quatrième pouvoir de notre pays conféré par la Constitution. Bien entendu, bon, c'est vrai, la Constitution ne le dit pas, mais oui, évidemment, nous sommes un pouvoir parce que aujourd'hui, avec la théorie de la toute-puissance des médias, on comprend que nous sommes un pouvoir parce que le journaliste peut tout changer. Le journaliste peut tout changer. Vous vous souvenez de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis d'Amérique se sont appuyés sur la communication et les médias. Et donc aujourd'hui, nous sommes à une puissance à ne pas négliger. Donc quand nous avons les nôtres qui nous quittent, il faudrait que nous obtenions de la République des hommages dignes de ce nom. Ok. Alors, Monsieur Dieni, professionnellement parlant, quel souvenir gardez-vous de Luc Mikomo? Luc Mikomo, nous avons partagé des moments très essentiels, beaucoup plus dans la défense des intérêts de la République, parce que lorsqu'il y a changement, le président Tshisekedi arrive, d'abord avant même la campagne électorale, quand nous étions sur des plateaux de télévision, il était d'un grand apport. Parce que vous savez, quand aujourd'hui la presse est presque divisée, vous avez des gens qui soutiennent tel leader politique, tel autre politique, ainsi de suite. Et très souvent, nous nous retrouvons dans des débats télévisés déséquilibrés. Alors, nous, par exemple, on ne se cache pas, nous croyons au président Tshisekedi. Nous croyons en lui que c'est quelqu'un qui incarne des valeurs qui peuvent mener ce pays au changement. Donc vous croyez à l'actuel régime? Voilà. Okay. Nous croyons en ça et nous défendons les idées de ce régime. Okay. Alors, nous ne sommes pas nombreux. Il y a des confrères qui continuent à soutenir le pouvoir ou le régime Kabila, qui croient au régime Kabila. Il y en a qui croient au régime, enfin, qui sont du côté de l'opposition. Aux idées de l'opposition, voilà. Bien entendu, avec le président Martin Fayoulou, le président Moïse Katumbi, ainsi de suite. Alors du coup, nous qui croyons au pouvoir du président Tshisekedi, c'est vrai, nous ne sommes pas nombreux, parce que quand vous détachez les journalistes qui vont vers le camp Kabila, le camp Katumbi, le camp Fayoulou, du coup, ceux qui restent pour le camp Tshisekedi, ils sont quelque peu minoritaires dans une certaine mesure. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des journalistes
qui sont ni de gauche, ni de droite, ni d'où que ce soit, mais qui restent au centre dans un débat. Quand ils sont objectifs, ils vous apportent des avis objectifs. Vous sentez qu'ils vous apportent de l'eau à votre moulin. Mais leur départ constitue quelque part un vide qui se crée. Mais maintenant, par rapport à lui, la question que vous avez posée, les souvenirs que je garde de lui, donc c'est quelqu'un qui a été d'un apport aussi considérable dans la défense des intérêts de la République par rapport au régime actuel, sans état d'âme, sans des considérations partisanes. Donc c'est quelqu'un pour qui je garde vraiment des pensées nettement valeureuses. Vous êtes de l'UNPC, c'est vrai que nous allons parler du comportement des professionnels des médias, mais aussi de leur réalité. Hein. On va en parler justement, c'est la troisième position. Alors d'entrée de jeu, je voulais qu'on commence d'abord avec l'actualité qui bat son plein de notre pays. Ce n'est pas un secret des polichinelles. Vous savez que la RDC, notre pays, fait face à une agression. C'est le Rwanda qui nous agresse. Bien qu'elle se cache derrière le M23, mais on apprend aux dernières nouvelles que les forces armées de la République démocratique du Congo attaquent et avancent aujourd'hui. Mais justement, dans ces chapitres, je commence d'abord par l'adresse du chef de l'État. Comment vous la jugez? Je crois que cette actualité, pour des téléspectateurs avertis, pour les observateurs avertis, ça ne nous surprend pas. Parce que nous qui lisons un peu l'actualité politique, nous qui suivons de près, qui faisons même l'actualité politique, nous savons que les choses devaient se passer de cette manière. Parce que le président de la République... Vous saviez que la RDC devrait être attaquée? Vous savez que la RDC... Non, nous savions qu'il était temps pour que la RDC se mette à pourchasser l'ennemi. Okay. Oui, à se défendre en allant pour repousser l'ennemi. Je ne sais pas aussi s'est réveillé tardivement. C'est ce que je suis en train de dire justement. Okay. Quand le président de la République arrive au pouvoir en 2019, janvier 2019, il entame une tournée à travers les pays voisins. En ce moment-là, les Congolais commencent à se moquer de lui. Trop de voyages. Trop de voyages, c'est quel type de président qui est tout le temps dans des avions pour aller parler avec des gens qui appellent les agresseurs de son pays frères, tout ça. On s'est moqué de lui ici. Mais alors que lui savait ce qu'il faisait. Il savait. Donc ce n'était pas une sorte de naïveté comme certains les traitaient. Il savait ce qu'il faisait, il avait deux options sur sa table pour résoudre le problème de l'Est du pays, pour ramener la paix dans l'Est du pays. Il y avait l'option diplomatique et l'option militaire. Et lui avait choisi de commencer par l'option diplomatique. Il a fait ces tournées-là, on s'est moqué de lui, nous Congolais, alors que c'était une voie essentielle pour que les voisins comprennent que nous avons un nouveau patron dans ce pays-là qui ne veut pas de bruit de bottes, qui veut que le calme règne entre toutes les nations qui entourent son pays et qui veut que nous signions des accords au grand jour pour des intérêts communs. C'était ça sa vision. Mais malheureusement, il n'a pas été compris ni par ses compatriotes congolais, certains, ni par ses homologues, ses voisins. Okay. Il a fait tout ça pendant 3 ans. Je dis bien, depuis janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, il n'est resté que sur la voie diplomatique. Et on s'est moqué de lui ici au pays. C'est quoi cette histoire? Pourquoi toujours des voyages? Pourquoi des dialogues? Pourquoi des négociations? Pourquoi les accords? Le président signait des accords au grand jour. Il a dit, ok, monsieur Kagame, c'est que vous suivez chez moi. Vous dites, il y a des FDLR chez moi qui menacent votre pouvoir, qui menacent la paix chez vous. Ok.
Venez alors, cherchons ensemble ces FDLR. Les troupes rwandaises sont venues, ils ont cherché ici, on n'a pas trouvé les FDLR. Est-ce que ça devrait Les se passer? quelques peu qu'on avait trouvés, ils ont été ramenés au Rwanda, au grand jour. Deuxième alibi du Rwanda, c'est ce que le président Sarkozy disait ici chez nous. Voilà, il faut partager les richesses, il faut exploiter ensemble les richesses. Les richesses congolaises. Voilà. Le président Tshisekedi a dit, ok, vous avez l'industrie aurifère chez vous. Vous avez une industrie de l'or chez vous. Mais vous n'avez pas l'or sous votre sol. L'or est chez moi. Signons les accords au grand jour. Comme ça, vous venez prendre l'or chez moi, vous exploitez chez vous et vous me payez. Construisons des routes d'intérêt commun entre le Rwanda, l'Ouganda, la RDC. Signons les accords. Faites descendre votre avion ici comme vous le voulez parce que la RDC, c'est le plus grand hub au niveau de l'Afrique. Ok, venez. Le président a montré toute cette bonne foi. Donc il était un peu large. Il était large. Mais entre-temps, ils ont continué à massacrer nos compatriotes à travers ce mouvement terroriste M23. Ils ont continué à tuer, ils ont continué à violer, ils ont continué à piller. Et pendant ce temps, le président disait toujours, échangeons, parlons, trouvons une voie pacifique pour résoudre ces différends. Mais il n'était pas écouté. Et au finish, il est maintenant monté d'un camp pour dire, si nous avons des soucis chez nous, si on continue de tuer, de piller, de violer, c'est à cause du Rwanda. Parce qu'il était avéré que le M23, dans une tribune que j'ai publiée en fin de la semaine passée, je disais qu'à mon avis, le M23 n'a jamais été neutralisé. Parce que dans le jargon militaire, quand on dit neutraliser, ça signifie tuer. Vous voyez par exemple l'action qui a été menée il y a 2 jours. C'est ça neutraliser. On bombarde, on attaque, on élimine l'ennemi. Okay. Là, on dit neutraliser. Mais en 2013, le M23 n'a pas été éliminé. Donc, tout s'est passé parce que le couloir a été ouvert vers l'Ouganda. On a trompé l'opinion, on a dit qu'ils sont allés au Rwanda, alors que c'était une diversion. Ils se sont réfugiés en Ouganda. Et en ce moment-là, on a découvert que c'est le gouverneur du Nord Kivu à l'époque, Julien Palou, qui nous dira, voilà, il est là-bas avec un peu plus de 1600 hommes. Alors comment est-ce qu'une force qui a été neutralisée se retrouve avec 1600 hommes en Ouganda? Donc le M23 n'a jamais été neutralisé à l'époque. On avait ouvert un couloir pour le M23 à l'époque du président Kabila, avant sa tournée qu'il avait effectuée là comme un Magellan, à l'époque, 1000 km qu'il avait effectué à bord de sa Jeep en 2014. Mais mon point c'est quoi? Mon point c'est que le président Tshisekedi a finalement pointé du doigt accusateur le Rwanda pour dire la situation que nous avons aujourd'hui au Congo est entretenue par le Rwanda ainsi que l'Ouganda. Et il le dit où? Il est dit devant les Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'il avait connaissance du rapport des experts des Nations Unies qui ont établi, noir sur blanc, que le mouvement terroriste M23 avait l'appui de l'armée rwandaise. Les experts de l'ONU ont ce rapport-là. Alors le président Tshisekedi dit, je voudrais qu'ici, ce rapport-là soit distribué à tous les participants. Parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce que le président Tshisekedi dit que c'est le Rwanda qui donne l'appui militaire, matériel et consort au M23. Alors lui, il dit, je ne le dis pas en vain. Nous avons des preuves enregistrées chez nous en RDC. Si vous doutez des preuves que nous avons, mais les experts de l'ONU qui sont venus chez nous, qui ont aussi trouvé des preuves, partagez et distribuez ce rapport. Ça n'avait pas été distribué jusqu'à aujourd'hui. Justement, M. Denis, parce que nous sommes également dans cette histoire de l'insécurité dans la partie est du pays, vous l'avez dit, que c'était déjà
prévisible selon vous. Vous saviez qu'on allait arriver dans ces terrains où nous sommes aujourd'hui. Mais déjà, dans ces discours, je reste d'abord dans le discours, parce que nous sommes en démocratie, les avis sont partagés. Il y a certains qui disent que les discours, les récents discours du chef de l'État prononcés à la nation, il est peu convaincant. Et puis, le chef de l'État est resté toujours plaintif. Quelle est votre version des faits? Lorsque le président de la République parle des deux volets de sa lutte pour amener la paix dans l'Est du Congo, il dit nous avions deux options, l'option diplomatique et l'option militaire. Lorsqu'il vous dit que l'option diplomatique a échoué en dépit de tous les efforts que nous avons fournis. Mais pourquoi attendre 3 ans? Ok. Je voudrais d'abord répondre à cette préoccupation de ceux qui pensent que le discours du chef n'était pas convaincant. Il vous dit nous avions deux options, l'option diplomatique et l'option militaire. L'option diplomatique a échoué en dépit de tous les efforts et il étale les efforts qui ont été fournis pour pouvoir résoudre le problème d'insécurité dans l'Est du Congo. On est intellectuel. Lorsque quelqu'un vous dit « j'ai deux offres pour vous. J'ai un Coca et un Fanta. » Si vous dites « non, moi, pas un Coca », ça signifie quoi? Il veut l'autre. Il veut l'autre, donc de l'eau. Ok. Nous sommes intellectuels. Lorsqu'on vous dit il y avait deux options, l'option diplomatique et l'option militaire, mais l'option diplomatique a échoué, ça signifie quoi? Que c'est l'option militaire maintenant. Alors les gens voulaient qu'ils le disent comment? Quand on est président de la République, cher Charlie, quand on est responsable, quand on est politique, il y a des mots, il y a un choix de mots à opérer. Les gens voulaient que le président dise « Ok, maintenant, je déclare la guerre contre le Rwanda. » Est-ce qu'il lui appartient d'abord à lui de déclarer la guerre? C'est à l'Assemblée nationale de pouvoir statuer sur ça. Bien sûr que oui. Mais ici, nous sommes dans une opération de défense du territoire national, de l'intégrité du territoire national. Nous ne sommes pas dans une guerre. Parce que qui dit guerre signifie nous attaquons le Rwanda. Nous ne sommes pas encore là aujourd'hui. Nous, on reste sur le sol congolais. Nous sommes sur le sol congolais. Nous défendons le territoire congolais. C'est de ça qu'il s'agit pour l'instant. Mais si le Rwanda n'écoute pas, pendant que nous voulons ramener la paix chez nous, parce qu'eux viennent chez nous sous prétexte qu'ils viennent chercher les FDLR. Mais nous aussi, nous pouvons prendre comme prétexte, comme le M23 toujours fuit vers le Rwanda. On peut aller chercher aussi nous aussi, nous pouvons aller chercher les M23 chez lui, au Rwanda. Mais nous ne sommes pas encore là. C'est ce que le président Kagame et son régime doivent comprendre. Parce que les Congolais aujourd'hui n'ont rien contre le peuple rwandais. Non. Nous avons épousé des femmes rwandaises. Les Rwandais ont épousé des femmes congolaises. Les femmes congolaises ont des maris rwandais. Il y a des Rwandais qui ont des femmes congolaises. Est-ce que nous devons nous entredéchirer? Nous disons non. Mais il y a un pouvoir qui est installé au Rwanda qui menace toujours, pendant des décennies, la paix au Congo-Kinshasa. À travers le mouvement terroriste M23 et les autres. Et voilà. Mais comme maintenant, le plus virulent, c'est le mouvement terroriste M23. Si le M23 ose se réfugier au Rwanda, étant donné que le Rwanda de temps en temps vient chez nous pour chercher les FDLR, nous aussi nous serons dans le droit d'aller chercher les M23 au Rwanda qui menacent la paix au Congo-Kinshasa. Mais justement, c'est là où les bas blessent, M. Denis. Pourquoi alors le chef de l'État a consacré tout son mandat qu'à la diplomatie, alors que vous le saviez qu'on devrait en arriver ici? Il comptait sur la communauté internationale et sur la bonne foi des voisins, la bonne foi de M. Kagame, la bonne foi de la communauté internationale. Lorsqu'au niveau national... Mais maintenant, lorsqu'il sent qu'il a épuisé toutes les voies pacifiques, diplomatiques, de dialogue, de conciliabule, de concertation, quand il sent qu'il a épuisé toutes ces voies,
et qu'il est en train de faire face à un complot qui ne dit pas son nom. Comment est-ce que vous êtes tous d'accord que le M23 est un danger pour le peuple congolais? Vous dites, Madame Bintou Keïta, Monsieur Antonio Guterres, vous dites, vous tous, que le M23 dispose des moyens matériels Plus que... plus que la MONUSCO. Ok. Donc, par extension, plus que l'ONU. C'est un mouvement négatif qui a des moyens plus que l'ONU. Mais vous ne voulez pas condamner ce mouvement-là. Vous ne voulez pas donner des moyens à la RDC de pouvoir se défendre. Donc c'était une sorte de complicité. C'était un complot. Mais comment le chef de l'État ne prenait pas ça en compte? Parce qu'aujourd'hui, lorsque la population décriait le voyage du chef de l'État, on disait que ça coûtait beaucoup au trésor public, vous n'y croyez pas. Et lorsque même les opposants au niveau national disaient qu'il ne faut pas croire à la communauté internationale, il faut justement attaquer, vous n'y croyez pas. Vous ne voyez pas que quand les autres disaient qu'il y avait l'absence d'autorité de l'État, et lorsqu'aujourd'hui vous reconnaissez que déjà c'est un gâchis quelque part, lorsqu'on reconnaît que les 3 ans concédés ou sacrifié à la diplomatie n'a pas donné de résultats probants et qu'aujourd'hui, même la communauté internationale à qui on donnait confiance nous a tourné les dos. Et au regard de tout cela, vous vous rendez compte que c'est quand même un échec? Vous ne pensez pas que si le président n'avait pas fait ça, et même malgré tout le temps qu'il a passé à dialoguer, à parler avec des gens et tout ça, diplomatie, vous avez suivi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui condamne cette fois-ci. Qui demandait au président Tshisekedi de dialoguer. La communauté internationale qui demande au président Tshisekedi de dialoguer. Elle a commencé d'abord par reconnaître que la RDC est agressée par le Rwanda. Et puis la deuxième voie, c'est il faut dialoguer. Voilà, au dialogue. Alors, vous ne pensez pas que le président avait raison de commencer par dialoguer? Parce qu'il fallait trouver des raisons. Pour lancer des opérations militaires d'envergure, il fallait trouver des raisons. Vous avez plusieurs organisations au niveau africain. Vous avez l'EAC, vous avez la SADC, vous avez l'Union africaine, vous avez les mécanismes au niveau sous-régional, vous avez tout ça. Est-ce que le président devait bypasser toutes ces organisations-là, directement lancer des opérations militaires, ou il devait suivre la procédure? Je crois que nous avons eu un président qui est légaliste, un président qui n'est pas là pour brûler la case chez les voisins, mais c'est un président procédural. Il veut respecter la procédure. Il donne le temps pour que les gens se parlent. Mais lorsque, maintenant, on se rend compte que, mais il avait raison, il a commencé à parler, il a commencé à déléguer depuis janvier 2019, jusqu'à aujourd'hui. Des représentants. Il était en train de dialoguer, en train de voyager pour aller parler avec des gens, avec les différentes communautés. Donc ils étaient de mauvaise foi. Mais maintenant que ça n'a pas porté de fruits, on comprend que ce sont eux qui sont de mauvaise foi. Parce que M. Tshisekedi a fait le tour des pays voisins pour chercher la paix. Mais il ne l'a pas obtenu. Alors, quelle est l'option qui lui reste maintenant? C'est l'option militaire. Donc maintenant, aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui peut condamner M. le Président Tshisekedi pour ce qui se passe. Même si aujourd'hui le M23 et toute sa bande-là sont en train de crier aujourd'hui, non, voilà, le président, voilà, le pouvoir de Kinshasa est en train de nous bombarder. Il y a un communiqué d'ailleurs qu'ils ont signé. Mais à qui la faute? Vous aviez tout le temps de pouvoir regagner la raison. Mais ils n'ont pas regagné la raison. Donc aujourd'hui, personne, toute personne de bonne foi est pris de paix aujourd'hui ne peut en aucun cas condamner le président Tshisekedi ou condamner la RDC ou condamner les FARDC. Nous allons justement rester dans ces chapitres-là, mais aujourd'hui, quand même, l'Assemblée nationale interdit au gouvernement d'intégrer, de mixer même les anciens rebelles au sein de l'armée. C'est également une bonne décision, mais pas prise un peu en retard. Non, je dis bravo aux députés nationaux. C'est une recommandation au gouvernement,
Parce que par le passé, si aujourd'hui, si nous décrions l'espionnage, si nous décrions la traîtrise au niveau de l'armée, au niveau des institutions, c'est dû à ça. C'est à cause de ces pratiques-là. Parce on démobilise les gens, on dit, bon voilà, vous êtes, je ne sais pas moi, les ADF, je ne sais pas moi qui, allez déposer les armes et puis on vous intègre dans les FARDC, vous venez avec vos grades de colonel, généraux, ainsi de suite, on vous met dans les rangs des FARDC, que vous soyez rwandais ou ougandais ou burundais. C'est même aussi le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème, c'est ça le malheur du Congo aujourd'hui. Est-ce que le président Tshisekedi devait faire ça? Il avait déjà dit, niet, on ne négocie pas avec le M23 parce que c'est un mouvement terroriste. Dialoguer, oui. Négocier, non. Parce qu'aujourd'hui, si l'Assemblée nationale, celle qui est censée déclarer la guerre, mais vous interdit déjà de pouvoir mixer ces gens-là, ce n'est pas un fait anodin. Quelle est la revendication aujourd'hui de Kagame? Quelle est la revendication du M23 aujourd'hui? Nous allons d'ailleurs... C'est leur intégration dans les rangs des FARDC. C'est ça leur revendication principale. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous y sommes. Les M23 disent clairement qu'ils avaient eu des accords avec les régimes actuels. Je crois, dans un audio qui circule dans la toile, je ne sais pas moi si vous direz que c'est un fake ou comment, mais justement, ils disent qu'ils étaient ici à Kinshasa, logés par les régimes. Il y avait des accords qui étaient signés dont les régimes n'ont pas honoré. Ils ont toujours tort. Les accords, s'il y en a eu, ce n'était pas sous le président Tshisekedi. C'était sous le pouvoir du président Kabila. Ils ont dit que c'est le président Tshisekedi qui les avait logés ici. C'est le président Tshisekedi qui a mis fin à ça. Ces gens-là avaient le droit de sillonner toute la RDC. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le président Kabila. Ils avaient le droit d'entrer au Congo, d'aller dans toutes les provinces pour chercher où se cacher les FDLR, les ADF, ainsi de suite. C'est des accords qui existent depuis. Mais ils disent que suivez le professeur Kalele. Ils disent que l'actuel chef de l'État était au courant de ça et il avait dit, il était au courant, il était d'accord. Suivez le professeur Kalele. C'est aussi une vidéo qui circule. Suivez le professeur Kalele. Le professeur Kalele vous dit des accords ont été signés à Rubavu pour autoriser les Rwandais à venir chez nous. Quand ils viennent chez nous, c'est pour qu'ils soient logés ou pas. Ils venaient chez nous, ils étaient logés. Mais ils disent que sous Tshisekedi, ils étaient également... Ça a continué jusque sous le président Tshisekedi. Mais après, le président Tshisekedi a dit niet. Mais pourquoi? Plus question. Pourquoi toujours en retard? Et comment vous dites retard? Je ne sais pas, retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? Avec lui, la situation a évolué également. Il avait négocié avec les M23. Ils étaient apparemment aussi d'accord avec tous ces accords. Le président Tshisekedi n'a pas négocié avec le M23. À Nairobi, il était question que tous les groupes négatifs viennent pour déposer les armes sans condition. D'abord. Sans condition. C'était ça, le principe de Nairobi. Il y a les groupes négatifs qui sont venus et qui ont déposé les armes. C'était des principes imposés par le gouvernement congolais ou imposés par qui? Parce que quand on veut dialoguer, n'est-ce pas qu'il y a des ententes entre toutes les parties? Ce n'était pas un dialogue. Okay. À Nairobi, si vous avez bonne souvenance, c'était voulu par le président du Kenya. Kenyatta. Alors, là, on avait accordé une ultime chance. Parce qu'encore une fois, le président Tshisekedi devait lancer les opérations militaires sur le terrain. Mais on avait accordé à tous les groupes négatifs qui sévissaient dans l'est du Congo de pouvoir déposer les armes sans condition. Les gens sont partis, ils ont accepté de déposer les armes. Mais le M23 a dit non, nous ne voulons pas de ça. Nous, on doit négocier avec le gouvernement congolais. Et le chef de l'État avait dit, niet, on ne négocie pas avec le M23. Et c'est ça qui a suscité la colère du Rwanda. Parce que le président avait cassé tous ces accords-là, qu'ils entrent chez nous, qu'ils aillent partout où ils veulent pour, je ne sais pas moi, chercher quoi. Le président a mis fin à ça. C'est ce qui a suscité leur colère. C'est ça la vérité qu'on doit dire aux Congolais.
et que le Rwanda continue à revendiquer jusqu'à aujourd'hui, qu'on revienne à ça, qu'ils aient le droit de venir chez nous, d'aller explorer partout où ils veulent, comme ils avaient signé sous le président Kabila. C'est ce que le chef de l'État actuel ne voulait pas. C'est ce que le président actuel ne voulait pas. Mais aujourd'hui, lorsque le président de la République lance un message, il a dit qu'il faut se mobiliser. Et là, il n'est plus question de tendance politique, on comprend. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit le message peut-être des Katumbi, lorsqu'on voit le message de Fayoulou qui ont dit, en tout cas pour la patrie, on met d'abord de côté nos égos, on doit d'abord défendre les pays. Comment vous, quand même, qui défendez aussi les régimes, voyez cette sportivité-là des opposants quand même? Mais je crois que c'est un devoir patriotique. C'est devant un devoir patriotique, il n'y a pas de couleur politique. Il n'y a pas d'intérêt égoïste. Parce que pour faire la politique, il faut avoir une patrie. Et dans ma dernière tribune, là aussi, je posais un postulat pour dire entre le professionnalisme et le patriotisme, le choix est clair. Parce que sans patrie, on ne peut pas prester comme journaliste. Il faut appartenir à une patrie. Si vous êtes apatride, comme ça, comment vous allez prester? Il faut avoir une patrie. C'est que le président Fayoulou, le président Katumbi et le reste ont fait, c'est un devoir patriotique. Mais est-ce qu'ils avaient le choix? Aujourd'hui, ils ne sont pas considérés comme des mauvais. Hein. Mais est-ce qu'ils avaient le choix? Des fois, ils sont traités des diables. Voyons les choses sous une autre facette. Est-ce qu'ils avaient le choix? Parce qu'aujourd'hui, avec le président Tshisekedi a une approche méthodologique que j'apprécie beaucoup. Il connaît ce qu'il fait, mais il ne dit pas tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, vous avez vu les images, j'espère, du centre financier de Kinshasa. Est-ce que les gens connaissaient que ça se faisait? Nous autres, on savait. Je l'ai même vu dans le journal. Ouais, nous autres, on savait. Mais est-ce que le commun de mortels savait? Nous, il y a des choses que nous connaissons qui sont en train d'être faites maintenant par le président Tshisekedi. Il y a de grandes œuvres en pleine construction maintenant. Mais pourquoi les cacher? Mais dont on ne parle pas. Le président pourquoi? dit, n'en parlez pas. Alors, il ne fait pas. Il attend 2023. Maintenant où je vous parle, il y a des universités en construction. Mais pourquoi on n'en parle pas? Mais le président Tshisekedi ne veut pas. On dit qu'il ne fait rien. Pourquoi? Et vous savez pourquoi ce centre ici, le président est allé visiter? C'est parce que simplement, il y a eu des tollés dans les réseaux sociaux. Il y a même des confrères, des anciens députés qui sont montés au créneau pour dire, voilà, on a vendu tel terrain, tout ça, des Chinois sont en train, ont acheté, voilà. Mais ils n'avaient pas l'information. Ils ne savaient pas que là, il y a des bijoux qui sont en train de pousser des terres. Mais pourquoi on ne les dit pas? On attend seulement 2023. C'est sa méthodologie. Il a des choses qu'il réalise sans pouvoir le dire. Et lui, il savait qu'il devait lancer des opérations militaires. Mais il ne l'a pas dit dans son discours. Mais il a appelé les autres à s'associer à lui. C'est parce qu'il voulait partager cette gloire-là avec tous ses compatriotes. Ce n'est pas parce il ne voulait pas garder cette gloire-là seul, voilà, c'est moi-même, voilà, j'ai vaincu les M23. Mais il voulait faire participer tous les autres leaders à cette victoire-là des FARDC. Ce n'est pas parce qu'il s'est rendu compte que la voie diplomatique a échoué et que tous les autres leaders-là voulaient justement qu'on fasse ou qu'on passe à l'option militaire. C'est pas ça. Comment pouvait-il passer à l'option militaire sans pouvoir disposer des moyens? Impossible. Lui savait ce qu'il faisait. Pendant qu'il faisait la diplomatie là, il était en train de se préparer sur le plan militaire. Mais est-ce que les gens le savaient? Les gens continuaient à crier. Et le Rwanda s'est même moqué de nous. Vous avez vu le militaire là qui a fait une vidéo en train de pleurer tout ça. Nous n'avons même pas d'avion de chasse, nous n'avons même pas d'hélicoptère, nous n'avons même pas de munitions, nous n'avons même pas de l'eau, tout ça à boire, ainsi de suite. Ne sachant pas ce qui s'est passé. C'était sans compter avec la stratégie Tshisekedi. Vous voyez. Donc c'est pour dire que le président Tshisekedi sait ce qu'il fait. Et quand il appelle ses compatriotes à rejoindre le soutien au FARDC,
C'est parce qu'il ne veut pas être seul maître de la gloire, de la victoire contre l'ennemi. C'était une stratégie. C'est une stratégie. Et heureusement pour ces leaders politiques qui ont compris que ce n'est pas une affaire de Tshisekedi, c'est une affaire du Congo. Il s'agit de la victoire du Congo contre l'ennemi. Mais M. Kaninda, aujourd'hui, lorsque on se rend compte peut-être de la décision prise par l'Assemblée nationale, qu'il ne faut plus mixer, il ne faut plus réintégrer les groupes terroristes ou rebelles au sein de l'armée, mais on voit de l'autre côté comment est-ce que notre pays continue à accepter les forces régionales venues. Est-ce que cela ne nous causerait pas tort aussi plus tard? Bon, les forces régionales qui viennent, il faut d'abord signaler qu'il y a un travail qui est fait en amont, contrairement à ce qui s'est passé hier. Cette fois-ci, il y a eu d'abord des réunions des chefs des armées, des chefs d'état-major généraux des différentes armées concernées. Mais dans ces forces-là, il a été exclu le Rwanda. Le Rwanda est exclu de cette force-là. Le Rwanda ne peut pas faire partie de ça. Mais l'Ouganda aussi fait partie des pays agresseurs de la RDC. L'Ouganda ne constitue pas aujourd'hui vraiment un sérieux problème contre la RDC. On minimise tout après. Par rapport au Rwanda. Parce que c'est le Rwanda aujourd'hui qui arme le M23. Ce n'est pas l'Ouganda. Jusqu'à preuve du contraire, l'Ouganda ne s'est pas encore illustré. Hein? Mais il est cité. Par qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas cité par qui. Il y a le fils de Museveni qui a raconté ses histoires, qui a raconté sa vie. Mais ce n'est pas lui le président. Mais c'est pas aussi à prendre à la légère. Il n'est pas n'importe qui. Non, qui dit que ça a été pris à la légère? Nous avons des services d'intelligence dans ce pays qui font leur travail. Mais il y a déjà des voix. Pour que le pays puisse se lever contre l'Ouganda, il faudrait que le président ougandais affiche une position. On va justement attendre lorsqu'il y aura encore mort d'hommes créés par les Ougandais. C'est par là qu'on va prendre ça en compte. Mort d'hommes dans quel sens? Parce que nous parlons ici de la lutte contre l'ennemi. Notre ennemi ici aujourd'hui, c'est le Rwanda qui arme le M23. L'Ouganda a fait quoi? Sauf si vous avez des informations que vous pouvez me donner pour commenter. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment se concentrer sur l'Ouganda que sur le Rwanda parce qu'on a... Jusqu'à ce que l'Ouganda, qu'on ait des faits sur l'Ouganda, que l'Ouganda est en train de nous attaquer. Mais c'est vrai qu'on avance quand même à la fin de notre entretien. On parle du Congo, notre pays qui est agressé. On cherche quand même des pistes de solutions, mais nous sommes quand même de la presse. Et la presse a un rôle prépondérant à jouer. Pendant ces moments, comment doit-on se comporter, nous, les professionnels des médias, durant cette période? Je le disais tout à l'heure, le patriotisme doit nous animer en ce moment. Parce que tous les médias du monde ont ce que nous appelons la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, le plus souvent, répond aux besoins de ceux qui ont bâti des entreprises de presse. La télévision RTCE répond d'une ligne éditoriale qui va dans le sens des intérêts de l'Église catholique, sauf si je m'abuse. La radio RTCE ou la télévision ne peut pas commencer à traiter les informations allant dans le sens de nuire aux intérêts de l'Église. Je ne pense pas. Il suffit que on trouve que vous faites ça, on vous met dehors. Parce qu'il y a une ligne éditoriale à respecter. Mais la télé catholique se base beaucoup plus sur les valeurs et contre les anti-valeurs. Oui, mais nous disons la même chose. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas, même si vous êtes journaliste, vous êtes libre de quelle manière, vous ne pouvez pas venir sur cette télévision et commencer à tirer sur l'Église catholique. Je ne pense pas que cela va passer. Vous pouvez diffuser votre reportage, oui. Vous pouvez diffuser votre émission, oui. La première fois, oui. La deuxième, je crois que vous aurez une interpellation. Et la troisième, je crois qu'il y aura une sanction à la limite. Donc c'est pour dire que les médias du monde tels qu'ils fonctionnent
ils répondent à cette exigence-là de la ligne éditoriale. Alors, vous travaillez pour un média étranger, Reuters, France 24, RFI, TV5, ainsi de suite. Comme on aurait appris qu'il y a d'autres confrères qui publient et diffusent des informations en défaveur de notre armée. Oui, mais ils répondent aux exigences de la ligne éditoriale de leur maison. de leurs médias. Mais ces médias-là sont bâtis par qui? Ces médias sont bâtis par les impérialistes, les néocolonialistes. C'est des médias qui sont bâtis par les ennemis du développement du Congo, de l'Afrique. Ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. Ils ne veulent pas que le Congo se développe. Sinon, ils auraient accepté de soutenir la RDC pour la création d'une zone d'intérêt économique commun. Mais pourquoi ils ne le font pas? C'est parce qu'ils ont des visées. Ils savent qu'ils ont besoin de la matière première en RDC, le cuivre, pour faire tourner l'industrie technologique de demain. Ils ont besoin du coltan pour faire tourner l'industrie du numérique. Mais s'ils viennent aujourd'hui prendre le coltan congolais au vrai prix, le prix va tripler, va quadrupler. Du coup, il faut maintenir l'insécurité au Congo. Et dans ce sens, ils peuvent garder Bunagana et piller les matières premières qui sont à Bunagana et nourrir leurs industries. Okay. C'est ça la vérité. Et les confrères qui travaillent pour les médias de ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent dire des choses positives pour les FARDC? Non. Ils ne peuvent pas. Alors, nous autres journalistes congolais qui travaillons pour des médias nationaux ou locaux, nous devons nous lever pour dire non. Nous n'avons que le Congo comme patrie. Entre eux, peut-être qu'il y en a qui ont deux nationalités. Mais vous et moi, nous ne sommes que Congolais. À part le Congo, nous n'avons pas une autre nation. Chers frères, demandez à nos compatriotes qui quittent ici, nos confrères journalistes qui vont en France, s'ils sont acceptés comme journalistes dans leurs médias. Quel rôle on leur donne? Regardez seulement leurs médias. Nous avons combien de confrères là-bas? À la limite, sur Canal+, vous voyez un confrère avec qui on était ici chez Digital, qui est là-bas maintenant chez Canal+. Mais regardez sur RFI. Même nos confrères qui sont ici, qui sont correspondants de RFI, combien présentent le journal là-bas chez eux? Combien? Sur TV5, combien de Congolais présentent le journal là-bas? Donc, que nos confrères arrêtent de se faire distraire à cause de l'argent. Il ne faut pas vendre le pays. Il ne faut pas vendre le pays sur le plan médiatique. Il ne faut pas. Nous allons en parler. Ce qui est vrai aussi, c'est peut-être la réalité des journalistes aussi au pays. C'est vrai que la télé, c'est un problème des temps. J'aimerais vraiment qu'on puisse en parler. Je ne sais pas moi si vous serez disponible même prochainement, qu'on puisse aborder cette question. Parce que vous êtes aussi de l'UNPC, on doit aussi en parler, vu que le temps nous fait tellement défaut. Mais j'aimerais que nous puissions en parler pour peut-être l'autre numéro de cette émission. C'est tellement important. Je ne dis pas qu'ils sont... je ne les encourage pas, mais il faut aussi voir les réalités ou les conditions auxquelles nous, journalistes congolais, pratiquons ou faisons notre travail. En tout cas, il y a aussi des choses à améliorer et surtout que vous êtes de l'UNPC. Alors, au finish, justement, monsieur Denis, il y a deux petites questions qui vous sont réservées. L'avant-dernière est justement celle de savoir, vous avez dit tout au long de notre entretien qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez du côté du régime et vous êtes minoritaire. Qu'est-ce qui justifie cette minorité? C'est simplement parce que il y a des clivages politiques. Oui, je vous ai dit qu'il y a des clivages. C'est que quand vous regardez les microcosmes politiques, si vous avez un carré qu'il faut diviser, vous avez le camp Tshisekedi, vous avez le camp Kabila, vous avez le camp Katumbi, vous avez le camp Fayoulou, ainsi de suite. Lorsque vous divisez le carré là, ou le cercle, ça signifie qu'il y a une part qui va chez Kabila, une part qui va chez Katumbi, il y a une part qui va chez Fayoulou, il y a une part qui va chez Tshisekedi. Mais par habitude, on sait que alors, lorsqu'on est au pouvoir,
On a presque la majorité. Pourquoi c'est le contraire chez vous? C'est parce que moi j'ai toujours dit qu'actuellement nous faisons face à deux camps. Il y a un camp que j'appelle le camp du statu quo et il y a le camp du changement. Le camp du statu quo, c'est lequel? Le camp du statu quo voudrait que rien ne change. Que Tshisekedi échoue. Qu'on en reste là. Comment vous pouvez comprendre que l'armée de votre pays est attaquée, est matée, mais les gens sont contents? Les gens font des tweets, ils se réjouissent. Voilà, vous avez, ça va, vous en avez eu, c'est bon pour vous, vous n'écoutez pas, c'est bon, c'est bon. Les gens sont contents. Quand ça ne marche pas dans le camp de leur armée, de l'armée nationale, les gens sont contents. Mais quand l'armée commence à faire des prouesses, ils se taisent. Silence total. Silence absolu. C'est ce que j'appelle le camp du statu quo. Des gens qui ne veulent pas que le pays avance. Des gens qui ne veulent pas que la paix se rétablisse dans l'est du Congo, sinon on dira c'est Tshisekedi. Comme c'est sous les mandats de Tshisekedi. Il faut que ça ne marche pas. Il faut que l'insécurité continue. Il faut qu'on continue de violer. Il faut qu'on continue de voler. Il faut qu'on continue de piller. Là, eux disent, ah, Tshisekedi, tu vois, là-bas, on a pillé, on a tué autant. Tshisekedi, on a pillé de l'or là-bas. Tshisekedi, on a tué là-bas. Ils sont contents. Le camp du statu quo. Mais maintenant, les gens qui soutiennent, lorsque le président dit, il faut que ça change, comment voulez-vous que... Et dans ce camp-là du statu quo, il y avait des systèmes, il y avait des réseaux. Lorsque on pille de l'or là-bas, mais il y a des ramifications sur Kinshasa. Il y a des gens qui se retrouvent. Il y a des gens qui construisaient des immeubles à Kinshasa. Mais est-ce que vous voyez comment ces immeubles-là se sont arrêtés? Les chantiers se sont arrêtés. Comment les deuxième, troisième, quatrième bureaux de jeunes filles qui étaient à la cité du fleuve ont tous déguerpi? C'est parce que ce camp-là avait mis en place un système où les gens se retrouvaient, où les gens se partageaient les revenus du Congo comme un bien privé, où l'argent du trésor public allait dans des poches des gens. Même sous Tshisekedi, il y a eu des détournements, il y a aussi des cas pareils. Qui a détourné? On voit les conseillers, les chefs de l'État être convoqués, on parle quand même de ce sujet. Au moins aujourd'hui, vous savez que tel conseiller a détourné et il est interpellé. Mais hier, ce n'était pas le cas. Dites-moi un seul ministre qui était arrêté hier parce qu'on a parlé du détournement. Un seul. Pendant 18 ans. Alors même 20 ans. Mais aujourd'hui, on voit aussi des interpellés qui sont libérés aussitôt, sans même peut-être rembourser aussi. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais sachez que les crimes économiques ne meurent jamais. Même si aujourd'hui notre appareil judiciaire est ce qu'il est, avec des magistrats que nous avons, parce qu'on n'invente pas. Ces magistrats, le président Tshisekedi les a trouvés. Il ne peut pas les mettre tous à la porte. Il faut peut-être les reconditionner. Il faut les remplacer. Voilà pourquoi il y a eu ce test de recrutement de 3000 nouveaux magistrats. Ils viennent, ils vont peut-être amener un souffle nouveau, un sang nouveau. Mais les magistrats que nous avions là, certains, pas tous, étaient habitués à se partager des millions avec les détourneurs. Mais quand quelqu'un détourne, le magistrat apprend qu'il a détourné 100 000. Vous voyez qu'il va vraiment condamner ces messieurs-là? Il va chercher sa part. Il va chercher sa part et puis les libérer. Nous sommes dans ça. C'était tout un système, en fait. Vous voyez, c'est des réseaux, c'est des systèmes. C'est ça que j'appelle le camp du statu quo. Mais maintenant, les gens qui veulent que ça change, ils souffrent. Ils n'ont pas ces millions-là. Vous voyez, ils n'ont pas de belles villas, ils n'ont pas tout ça. Mais ils veulent que ça change pour que les trésors, les richesses du pays soient redistribuées de manière équitable. Aujourd'hui, au moins, on peut parler d'un budget de 14 milliards, même si c'est encore insignifiant. Mais un grand Congo que nous sommes, pendant des décennies et des décennies, on n'avait qu'un budget de 4 milliards, chers frères. C'est quand même enregistré parmi les avancées de ces régimes. Là, on encourage quand même. Monsieur Denis, on arrive sûrement à la fin de cet entretien. Devant cette caméra, sans état d'âme, quel message avez-vous d'abord à l'endroit des Congolais qui vous suivent, mais également à l'endroit de tous ceux-là que le chef de l'État a considéré des traîtres,
même des civils ou des militaires, en fait, tous les Congolais en général? Mon message, il est simple et très court. Chers compatriotes, moi je pense que l'heure du changement a sonné. Le changement ne se négocie pas. Il ne faut jamais avoir honte pour changer. Et je dis, le changement s'impose. Il est temps pour que nous tous, Congolais, nous puissions demander au président Tshisekedi, nous puissions demander à tous les dirigeants de pouvoir imposer le changement. Il n'y a plus de négociations à faire. Il n'y a plus de concessions à faire. Parce que nous voulons le changement. Et pour que nous puissions vivre le changement, il faut que le président arrive à nous imposer le changement. Moi, Diony Kaninda, ami du changement, je n'ai jamais été pour la démocratie à la française, la démocratie à l'américaine. Le Congo, pour qu'il change, nous avons besoin de chicottes à côté de la carotte. Donnez-nous la carotte, oui, mais il faut aussi le bâton. La carotte et le bâton. Il faut chicoter pour que nous rentrions sur le chemin. Vous n'avez qu'à sillonner les rues de Kinshasa, à regarder le comportement des Kinois, le comportement des Congolais, pour comprendre ce que je dis. Il faut la chicotte. Il faut une démocratie congolaise, pas la démocratie américaine, pas la démocratie française, la démocratie congolaise. Quand quelqu'un fait mal, vous chicotez. Donc il faut Il faut rigueur. Il faut la rigueur. La rigueur, alors la rigueur. Pour que ça change, il faut imposer le changement pour que nous puissions un jour être respectés dans le monde. Le message est passé, madame et monsieur. Je rappelle que nous avions reçu pour vous monsieur Diony Kaninda, journaliste, éditorialiste. Monsieur Diony, merci de répondre à notre invitation, mais également à toutes nos préoccupations. Et je pense que je l'ai dit ici avant de justement désannoncer cette émission, qu'il y a d'autres aspects qu'on devrait aborder. Si vous êtes disponible prochainement, nous allons encore faire recours à vous. Volontiers. Merci beaucoup. À vous, chers téléspectateurs et internautes, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.